Ségolène Royal, bonsoir et bienvenue. Le grand rendez-vous est évidemment heureux de vous accueillir. Les Français sont sans doute en train d'infliger un sacré démenti à tous ceux qui les croyaient déçus et désabusés à l'égard du politique. Ils suivent en ce moment avec un vif intérêt les débats, les interventions, les meetings liés aux primaires organisés par le Parti socialiste pour désigner son candidat ou sa candidate pour 2007. Pour le grand rendez-vous ce soir, je vais vous interroger avec Philippe Dessein, TV5 Monde. L'émission sera diffusée en Europe et dans le monde entier, en tenant compte des décalages horaires. Dominique de Montvalon, Le Parisien aujourd'hui en France. Pour vous, Ségolène Royal, qui êtes engagée dans la bataille pour présider la France des 5 années qui viennent, il y a évidemment les enjeux de long terme et d'avenir, et il y a les thèmes, hélas les drames, qui surgissent de l'actualité, qui quelquefois la marquent. Toute la France regarde Marseille avec consternation et dénonce l'acte criminel qui a consisté à incendier un bus à Marseille et surtout à brûler grièvement une jeune femme innocente qui combat en ce moment entre la vie et la mort. À votre avis, comment en finir avec les bandes de mineurs, provocateurs, encagoulés et désormais souvent armés qui multiplient à la fois les guet-apens et les incendies de bus ? Je voudrais dire à la fois toute mon horreur et ma consternation devant cet acte que la France, en effet, observe avec inquiétude. Elle se rappelle qu'il y a un an déjà, les banlieues étaient en grande difficulté et se demande finalement ce qui s'est passé pendant un an. Je pense en effet que pour la France, c'est un défi majeur que de remettre dans la République des quartiers entiers qui, aujourd'hui, s'en sentent exclus. Et on a là le symptôme d'un grave dysfonctionnement de l'État. Je voudrais rendre hommage aux maires, bien sûr, qui sont en première ligne de ce combat, aux services publics aussi, parce qu'on voit que ce sont des services publics qui sont ciblés, services publics des transports, aux associations qui, depuis un an, ont attendu le rétablissement de leurs moyens, aux animateurs de quartier qui savent aussi quelle est l'ampleur de la tâche à accomplir et qui aimeraient avoir davantage de moyens, à l'école, enfin, qui fait ce qu'elle peut. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons franchi un seuil dans la gravité de la situation, au sens où ce sont maintenant des enfants de 9 à 12 ans qui, aujourd'hui, mènent des guérillas urbaines. Et donc, je crois qu'à la base, il y a un vrai dysfonctionnement des familles. Mais comment on y répond ? Parce que ce sont souvent des délinquants mineurs multirécidivistes. Et à Marseille, il s'agissait d'un cas isolé. Et à Marseille, il n'y a pas tellement de banlieues. Il y a des quartiers pauvres à l'intérieur de la ville. Et ça s'est passé en pleine ville. Je crois qu'il faut distinguer les délinquants mineurs multirécidivistes. Et là, la réponse, c'est une réponse répressive, avec le rétablissement d'une police de proximité, d'une justice qui fonctionne bien et qui a les moyens aussi de donner suite au travail de la police et aux décisions de justice. Et rendons d'ailleurs hommage au travail des policiers qui sont en première ligne sur ces questions-là. Donc, bien faire fonctionner la police en rétablissant la police de proximité qui a été retirée de nombreux quartiers. Faisons correctement fonctionner la justice en donnant des moyens, et en particulier des moyens pour placer les jeunes mineurs. Car aujourd'hui, lorsque la police a fait son travail, lorsque la justice a fait son travail et qu'elle prononce des peines, il faut souvent attendre plusieurs mois, faute de structures d'accueil, les fameux centres éducatifs fermés qui n'ont pas été construits, et donc il n'y a pas de réponse adaptée aujourd'hui à la primo-délinquance, surtout quand il s'agit de mineurs. Mais je pense que tout se tient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut à nouveau réencadrer les familles et les aider à accomplir leurs devoirs de parents, redonner des moyens à l'école pour qu'il y ait une articulation entre l'école et la famille, c'est-à-dire tarir le flux d'entrée dans la délinquance. Et je pense que cette urgence-là, elle est peut-être prioritaire aujourd'hui par rapport au rajeunissement de l'âge. Qui est-ce qui encadre les familles ? Parce que les parents ne peuvent rien. Mais il faut un vrai travail de formation et de recrutement de travailleurs sociaux dans les quartiers. Qui encouragent, qui encadrent, qui forment, qui éduquent les familles. Il faut retrouver des tutorats pour les jeunes, à la fois pour ne pas disqualifier les familles et les aider dans leur rôle parental, mais en même temps rééduquer les jeunes et articuler ce travail avec l'école, parce qu'aujourd'hui tout le monde est en difficulté. Dominique, les enseignants. Allez-y, vous finissez votre phrase, pardon.
Non, je veux dire, tous les adultes référents sont en difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école accueille des enfants qui ne sont plus éduqués dans les familles. Et réciproquement, les familles ne comprennent plus non plus le sens de l'effort scolaire donné à l'école. Donc je crois que c'est avec un renforcement, et d'ailleurs c'est ce que disent tous les élus des quartiers, des banlieues et des cités, c'est-à-dire de remettre de la présence humaine pour réencadrer les jeunes afin de tarir, je le répète, le flux d'entrée dans la délinquance. Vous évoquez des familles éclatées, débordées. Diriez-vous qu'il faut aller jusqu'à sanctionner les parents qui sont eux-mêmes débordés par leurs enfants de 9 à 12 ans qu'on voit dans la rue et parfois, pour certains d'entre eux, jusqu'à commettre les actes qu'on vient de constater à Marseille, avec le drame qui a été évoqué par Jean-Pierre Elkabbach? Je pense que la question, c'est davantage une question d'accompagnement. Il y a en particulier beaucoup de familles monoparentales dans les quartiers. Donc il faut inciter les femmes, par exemple, à se regrouper. C'est-à-dire regarder les expériences qui ont réussi dans les quartiers et là où ça marche. Et que nous disent les associations ? Lorsque les parents se regroupent et prennent en charge collectivement les enfants, déjà, ils ne subissent pas l'isolement. Il faut articuler la famille avec l'école, c'est-à-dire que les enfants rentrent chez eux en ayant fait leurs devoirs et leurs leçons. Il faut multiplier. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Mais il faut un temps fou pour y arriver, parce qu'il y a des urgences. Il y a des urgences, mais on peut répondre à l'urgence par l'urgence. Alors, par exemple, Philippe de Saint. Oui, justement, vous évoquez, madame, des actions à relativement long terme. Est-ce que vous portez un jugement critique sur l'action du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, comme vient de le faire aux dirigeants socialistes? Est-ce qu'il y a échec de la part de Nicolas Sarkozy dans cette flambée de violence? Ou est-ce qu'il y a un consensus politique pour dire non, il faut voir autre chose? Je pense qu'il y a un grave échec. Il y a un grave échec parce que des promesses ont été faites il y a un an. Des promesses ont été faites aux élus, aux maires de banlieue. Des promesses ont été faites aux associations. Des promesses ont été faites aux structures scolaires. Des promesses ont été faites à la police pour augmenter ses effectifs là où il y en a le plus besoin. Des promesses ont été faites à la justice, au transport collectif. Et aucun engagement n'a été tenu. Donc je pense en effet qu'il y a là un vrai dysfonctionnement de l'autorité de l'État par rapport à un enjeu essentiel qui est celui de la cohérence de la nation. Et on sait que des solutions existent. Il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'il faut à la fois remettre beaucoup de moyens, mais surtout tenir sur la distance. C'est-à-dire faire en sorte que l'investissement dans le service public tienne sur la distance, sur plusieurs années, en distinguant bien, parce que je crois que ça c'est important, en distinguant bien ce qui relève de l'éducatif, qui doit vraiment être mis maintenant au premier rang des priorités, ce qui relève aussi de la formation professionnelle, car ce qui ronge les quartiers, c'est aussi le chômage des jeunes avec leur disqualification, et ce qui relève de la délinquance, qui, elle, relève d'une police et d'une justice plus présente. Est-ce qu'on peut faire deux remarques ? La première, acceptée par la plupart des experts, ce phénomène des banlieues, il date de 30 ans. Il n'est pas récent. Il s'est peut-être accentué ou des formes ont évolué avec les mineurs, mais c'est un problème qui remonte à 30 ans. Et deuxièmement, Jean-Louis Borloo rappelle dans le Parisien de ce matin qu'un programme de 35 milliards d'euros sur plusieurs années va être appliqué pour essayer de sauver 500 quartiers. Et il dit, vous me direz s'il faut plus de temps, il faut 3 à 5 ans et une mobilisation générale pour sauver ces quartiers. Mais que ce problème relève de longue date, c'est une évidence. Et en même temps, des progrès considérables ont été accomplis sous les gouvernements de la gauche. Et des choses ont été démolies depuis. La droite est au pouvoir depuis 5 ans. Où est le bilan ? Annoncé aujourd'hui, comme le fait M. Borloo, un plan pour les 5 ans à venir, mais c'est dérisoire par rapport au sens même... Mais ça veut dire qu'il n'a pas été fait avant non plus. Mais ni par la droite, ni par la gauche. La droite est là depuis près de 5 ans. Je crois qu'au-delà des polémiques politiques, oui, la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il y a quand même une faillite évidente, puisqu'il y a une aggravation de la situation. Alors que la gauche avait tenu la situation. C'est-à-dire que l'investissement dans les zones d'éducation prioritaire, je m'en souviens, j'en étais chargée. Et en particulier, la décision de créer des internats éducatifs de proximité dans les quartiers. Je pense que c'est une solution qui peut être très rapidement efficace pour que les jeunes soient encadrés. Et où seraient ces internats ? Ils seraient dans les cités, dans les quartiers, c'est-à-dire sans disqualifier les parents, avec un accompagnement éducatif en proximité de la structure scolaire. Et on sait que là où ça existe, ça marche. Et ce sont des éducateurs qui s'occuperaient des internes. Il y a des éducateurs, il y a la protection judiciaire de la jeunesse, il y a des parents qui se regroupent parce que je ne veux pas que les parents soient disqualifiés par rapport à leurs enfants, mais qu'en contrepartie, ils aient les moyens éducatifs d'assumer l'encadrement des jeunes. On le sait aujourd'hui, ce sont les jeunes. Pour appliquer votre plan idéal, il faut combien d'années ? Mais ça peut aller très rapidement.
Je pense que... Et ça serait de la responsabilité d'un chef de l'État. Vous voyez, par rapport à la conception de la présidence de la République, il me semble que sur un sujet comme celui-ci, qui met en cause l'autorité de l'État, qui met en cause l'unité de la nation, qui met en cause le bon fonctionnement des services publics et la priorité absolue à donner à l'éducation, j'estime qu'un chef de l'État doit monter en première ligne sur cette question-là. Philippe Desaint. Madame, actuellement, en première ligne, ce sont surtout les policiers qui s'y trouvent. Qu'est-ce que vous proposeriez, qu'est-ce que vous changeriez dans la structure de la police? Est-ce qu'il faut plus de proximité, le rôle des CRS? Qu'est-ce que vous modifieriez pour ces gens qui actuellement sont directement confrontés à cette délinquance? On le sait, ce qu'il faut faire, en écoutant, une fois de plus, les élus de terrain, les associations et les familles. C'est une police de proximité, c'est-à-dire qui est en osmose avec la population, qui connaît individuellement les jeunes, qui est capable de remettre les jeunes dans le droit chemin lorsqu'ils dérapent. De se déployer, redéployer ou de s'en aller, ou peut-être même, est-ce qu'il faut supprimer le corps des CRS et le remplacer par des policiers de sécurité publique, comme le disait Julien Drey dans le journal du dimanche, qui seraient en permanence là, aux côtés des populations. Et dans un premier temps, peut-être les CRS, au lieu de les faire changer d'affectation tous les 6 mois, de les maintenir en longue durée pour qu'ils s'habituent à la population. Et toutes les solutions qui ont fait leur expérience sont bonnes. Mais la vôtre? La mienne, c'est certainement pas de retirer les CRS. Certainement pas, puisque c'est eux qui assurent la protection lorsque c'est nécessaire, et notamment de la police de proximité. Donc je pense que les différentes formes de police se complètent. Et au contraire, une présence policière. Qu'est-ce que je change? Je change d'abord la dimension de la présence, c'est-à-dire davantage de police de proximité dans les quartiers. Songez qu'à Clichy-sous-Bois, il n'y a toujours pas le commissariat de proximité. Ensuite, une police bien formée aussi, qui a les moyens de comprendre l'évolution des jeunes, de faire face à ces difficultés. Une police en osmose avec la population, qui encadre les jeunes et qui est répressive quand il le faut. Une police en bonne articulation avec la justice, avec la police judiciaire, d'abord, avec le fonctionnement des tribunaux ensuite, et une police qui a le sentiment d'être respectée dans son travail. Si elle se fait respecter elle-même. Si elle se fait respecter elle-même, et rien n'est pire pour la démoralisation de la police. Quand la police fait son travail, c'est-à-dire interpelle un délinquant, que derrière, il n'y ait pas de solution pour encadrer ce jeune délinquant. C'est-à-dire que la justice ne joue pas tout à fait son rôle. Si, la justice joue son rôle. La justice est même très sévère, contrairement à ce que dit le ministre de l'Intérieur. Mais il n'y a pas de structure d'accueil et de placement pour les jeunes. Donc ce rattrapage-là aussi, il doit être fait. Dominique de Montvalon. Madame, sur éducation, famille, formation, police de proximité, je pense que beaucoup doivent vous écouter avec intérêt, mais il y a une peur. Il y a des autobus qui ne roulent plus dans certains quartiers. Il y a ce drame qui s'est passé à Marseille. Et quelle est la réponse immédiate? Imaginons par exemple que les policiers mettent la main sur ces gamins à peine préados de 9-12 ans. C'est vous qui avez cité ces âges-là, qui ont provoqué ce drame à Marseille. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, je pense qu'il y a une perte de sens et de citoyenneté à l'égard des services publics. Et caillasser des bus, c'est absolument inadmissible. Et je ne suis même pas sûre que les gamins en question aient le sens de la gravité de leurs actes. Oui. Parce qu'en fait, ce sont des actes qui se produisent là ou là. Il n'y a pas de contagion comme on le redoutait avec cette commémoration étrange de ce qui s'est passé l'année dernière. Pour l'instant. Et est-ce que vous pensez qu'on en fait trop dans les médias? Est-ce qu'il n'y a pas une mise en scène, une mise en spectacle de la violence, mais qui provient aussi de l'éducation ou du manque d'éducation, avec les jeux, avec le cinéma, avec la télé, parfois? De toute façon, on est dans une société où la violence augmente. Et de plus en plus de Français dénoncent cette montée de la violence et ce ressenti de la violence. Qu'elle soit à l'école, qu'elle soit dans le quartier, qu'elle soit dans l'agressivité verbale. Donc il y a aussi une mobilisation nationale de lutte contre toutes les formes de violence et d'agressivité. C'est aussi un mot d'ordre politique qui devrait être déclenché sur la totalité d'un territoire. Sur le fait de stopper. Si on mettait la main sur les responsables de l'agression de Marseille, qu'est-ce qu'on en fait? Ils ont 9-12 ans. Je pense qu'il faudrait les mettre dans des internats relais. Il faudrait les placer dans des structures éducatives, les recadrer à l'école, et que le soir, ils trouvent des places en internat relais.
C'est ça qui manque aujourd'hui. On change de sujet. Mais on reste toujours dans les problèmes d'actualité et d'avenir. On reste peut-être d'ailleurs dans la politique. Est-ce que c'est la semaine difficile de Ségolène Royal? Décrochage dans les sondages, on a vu au Zénith à Paris un meeting houleux. Est-ce que quelque chose a changé dans votre rapport actuellement avec l'ambition que vous avez d'accéder à la présidence de la République? Non, je pense que c'est le déroulement normal d'une campagne interne. Et pour moi, rien n'a changé puisque je tiens la même parole, le même discours, le même langage de vérité et de conviction, quels que soient mes interlocuteurs. Vous savez, je dis la même chose aux militants socialistes, aux Français, aux journalistes, en public ou en privé. Mais à quoi donc, s'est passé donc la cohérence. Qu'est-ce qui s'est passé Au-delà de l'idée que les compétiteurs avaient organisé la salle. Est-ce que vous le pensez, vous, ça? Je ne sais pas. Je ne veux pas épiloguer sur cette question. Je préfère la considérer comme un épisode qui ne doit pas se renouveler, parce que ce n'est pas une conception très honorifique pour le parti, très honorable pour le Parti socialiste. Ça ne donne pas une très bonne image du Parti socialiste, alors que jusqu'à présent, les débats étaient regardés avec beaucoup d'intérêt, faisaient même envie à l'opposition. Donc je crois qu'il est temps de revenir. À faire envie. Cependant, là, cette fois-ci, c'était des militants. C'était des militants, oui. Alors, mais je crois que ça fait. Mais vous savez, madame. Oui, ils m'ont ovationné, et puis ensuite ça a réagi, ce n'était peut-être pas là-dessus. tout à fait les mêmes, mais à la limite, vous savez, je pense que lorsque l'on fait de la politique, il faut accepter que ce ne soit pas un cheminement très tranquille. Vous saviez qu'il y aurait une chute à un moment dans les sondages? Je savais que le meeting serait un peu houleux. Ouais. Donc je m'y étais préparé psychologiquement. Et je vais même vous faire une confidence. Lorsque j'ai parlé, ça ne m'a pas du tout ni perturbé ni surpris. C'est après, quand j'ai vu l'émotion ou la perturbation d'un certain nombre de nouveaux adhérents, notamment, mais aussi d'adhérents plus anciens, qui ne pensaient pas assister à cela. Mais je crois que le prochain se passera bien. À Toulouse. Donc vous irez à Toulouse. Bien sûr. Pourquoi voulez-vous que je n'aille pas à Toulouse? Mais vous savez, je pense que les militants socialistes n'aiment pas voir ce spectacle. Ouais. Et donc, c'est un spectacle auquel eux, ils ont participé ou qu'ils ont organisé eux-mêmes. Mais est-ce que vous vous dites, parce que chaque rendez-vous pour tous doit être dur, douloureux, vivement la fin. Vivement que ça se termine, tout ça. Et c'est pas trop long? Et qu'on aille rencontrer le candidat de la droite. C'est peut-être long, à moins que ça vous mette en appétit pour les prochains combats. Écoutez, c'est vrai que cette campagne interne est assez longue. Disons les choses telles qu'elles sont. Et en même temps, je prends cette campagne interne aussi comme une échéance qui permet de clarifier un certain nombre de choses, de proposer aussi un débat aux Français, d'affirmer un certain nombre de valeurs. Et donc, elle est utile de ce point de vue, parce qu'elle me prépare peut-être pour la suite. Et est-ce que ça vous permet... Elle n'est pas trop éprouvante? Écoutez, moi, je prends toujours plaisir à être dans des salles de militants. Ouais. Mais pas parce qu'il y a une ferveur. Mais ici aussi. Non, pas aussi. Mais ici aussi, parce que, je veux dire, moi, je pense à l'après. Ouais. Il y aura un demain. Ouais. Et vous avez observé que je m'impose un certain nombre de règles conformes aux valeurs qui sont les miennes. Et que je suis la seule dans cette campagne interne, et je tiendrai bon, et je demande à ceux qui me soutiennent de tenir aussi sur cette ligne, à n'avoir jamais ni caricaturé, ni dénigré les autres candidats. Parce que je pense à l'après. Est-ce que vous pensez justement qu'on est en train d'aller vers un deuxième tour pour vous à l'intérieur du parti? J'espère que non. Je pense que être désigné... Ce soir, qu'est-ce que vous dites? Je serai désigné? Ou c'est juste à condition que... Qu'est-ce qu'il faudrait que vous changiez dans ce qui s'est passé pour arriver dès le premier tour en tête, par exemple? Mais là aussi, il faut revenir aux principes fondamentaux d'une élection, quelle qu'elle soit. Elle n'est jamais gagnée tant qu'elle n'a pas eu lieu. Et je pense que toute élection se mérite. C'est vrai à l'intérieur du Parti socialiste et ce sera vrai ensuite contre la droite. Mais ce que je peux dire ce soir aux militants qui m'écoutent, c'est qu'ils viennent voter massivement. Parce qu'à partir du moment où le Parti socialiste a fait ce choix du débat interne, d'une primaire, et à partir du moment où je pense qu'il y a une reconquête démocratique à faire dans le pays pour ramener aux urnes des citoyens qui en sont très éloignés, les socialistes doivent donner l'exemple. Mais si vous le répétez,
pardon, Ségolène Royal, si vous le répétez, il faut qu'ils votent, ils votent. Est-ce que ça veut dire que vous avez l'inquiétude qu'ils ne votent pas? Vous avez comme un soupçon qu'ils aillent pêcher, ou ils aillent à la chasse, ou ils aillent se promener le week-end du 16 novembre? Je ne raisonne jamais par soupçon. Non, je raisonne à partir de valeurs. Et c'est vrai pour chaque élection. Je pense que l'appel à la participation est quelque chose de très important. Je crois que les militants socialistes, là, ont un geste éminent à faire. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir à désigner démocratiquement celui ou celle qui va rassembler les socialistes, rassembler la gauche, et qui aura pour mission de battre la droite et de redresser la France. Et je crois que les militants socialistes sont parfaitement conscients de cette responsabilité. C'est pourquoi tous les épiphénomènes qu'on a évoqués tout à l'heure ne sont pas importants par rapport à l'enjeu et par rapport à la suite et par rapport à ce que va devenir la France pendant 5 ans. On va y venir avec une dernière remarque de Philippe Dessay. Oui, donc c'est pas la machine à perdre que vous redoutiez il y a quelques semaines, ce qui se passe actuellement. Vous aurez noté que j'avais quand même fait alerter, oui, que j'aurais peut-être dû le faire un peu plus fortement. Et peut-être que nous n'aurions pas eu cet épisode malheureux. Même si la machine à gagner joue en faveur de quelqu'un qui n'est pas Ségolène Royal. Mais ça, on verra. On verra. Je suis iconoclaste en disant ça, tout en pensant que vous êtes en tête largement. Mais écoutez... Et s'il y a cette hypothèse... Je l'ai dit tout à l'heure, tant que le vote n'a pas eu lieu, tout est ouvert. Mais moi, je suis confiante et je demande aux militants de venir voter dès le premier tour parce qu'il faut être fort face à la droite. Et que la dynamique se joue au premier tour de la désignation. Alors l'oreillette que j'ai là, la toute petite, qui me relie à l'autre bout à ma collaboratrice Anne-Marie Moreau, me dire qu'il est temps de faire une page de publicité ou une pause pour TV5 Monde. Et je remets l'oreillette. Invité, Ségolène Royal, vous êtes avec nous jusqu'à 19h, heure de France, puisqu'encore une fois, nous sommes diffusés dans le monde entier, en Europe, dans le pays du Maghreb, dans les pays arabes, etc. Merci encore une fois d'être au grand rendez-vous. Nous savons tous que vous avez le souci de traiter les sujets qui préoccupent les Français. Nous aussi. Mais vous, avec leur concours, votre concept de démocratie participative a alimenté la polémique. Peut-être a-t-il été mal compris. Est-ce que cette démocratie participative complète la démocratie des urnes ou elle la remplace? Il y a eu en effet un débat assez fracassant sur cette question. Je pense qu'elle est essentielle. On a connu le 21 avril 2002, on connaît la montée des extrêmes et je crois que la crise démocratique mérite que l'on s'y attarde. Et de ce point de vue, le projet des socialistes le fait, puisqu'il rappelle qu'il faut faire bien fonctionner 3 types de démocratie. La démocratie représentative, c'est-à-dire celle des élus, qui prennent leurs responsabilités, qui sont souvent, on l'a vu, en première ligne des difficultés. Mais qu'il faut surveiller quand même, il faut les surveiller. Je vais y revenir, parce que je crois que c'est important d'aller au fond des débats sans déformer les propos. Il y a ensuite la démocratie sociale, qui, là aussi, mérite en France d'être totalement rénovée, renouvelée, renforcée. Et la troisième démocratie? Et la troisième, c'est la démocratie directe ou participative. Et quand je suis intervenue sur cette question, au cours d'un débat qui a duré 1 heure à la Cité de la Réussite face aux jeunes, la semaine dernière, j'ai eu à répondre à une question que les jeunes se posent, mais même d'autres citoyens, et qui était la suivante. Comment fait-on pour associer les citoyens entre 2 élections, pour leur donner envie de venir revoter la fois suivante? Et à ce moment-là, j'ai expliqué effectivement qu'il y avait un certain nombre de techniques de démocratie participative pour qu'entre 2 élections, les citoyens soient associés, non pas contre les élus, puisque vous savez que moi, j'aime bien quand chacun est à sa place, exerce ses responsabilités, mais au contraire, pour donner une respiration à la démocratie représentative aux élus. Est-ce qu'on s'est trompé? Si on interprète, on a repris le verbatim de vos propos, vous avez proposé de réformer la Constitution pour, je cite, préciser la façon dont les élus pourraient être obligés de rendre des comptes à intervalles réguliers avec des jurys de citoyens tirés au sort afin de mettre en place une surveillance populaire. Ce serait pour améliorer les choses, pas forcément dans un sens de sanction. Surveillance populaire, pas forcément les sanctions. Ça veut dire que parfois il peut y en avoir. Vous savez, cette phrase, je l'ai déjà prononcée en 2002 au nom du groupe socialiste à la tribune de l'Assemblée nationale lors de la réforme de la Constitution.
Donc je crois qu'il ne faut pas, déformer un certain nombre de choses ou mal interpréter. Je crois que c'est le mot jury, en fait, qui est très mal passé, puisque immédiatement il y a eu une polémique. Mais la surveillance, elle existe aujourd'hui dans les observatoires de l'application des politiques publiques, dans les observatoires des engagements. Il s'agit non pas de surveiller au sens de sanctionner ou au sens de mise en cause. Mais d'évaluer, de contrôler. C'est exactement le livre de Pierre Rosanvallon que nous avons présenté ici à Europe 1 au début septembre. Et en même temps, je pense qu'il faut remettre chaque chose à sa juste place dans le débat présidentiel. L'idée, ça n'est pas de faire surgir une proposition parmi d'autres. Ça fait partie d'un tout sur la réflexion d'un bon fonctionnement de la démocratie. Non pas les uns contre les autres, mais au contraire, les uns avec les autres. Et puisque ce sont les élus eux-mêmes qui tirent au sort ou qui mettent en place ces observatoires des engagements, mais si comme ça dans la existe, région alors Île-de-France. pourquoi insister pour dire que vous le ferez? Et puis, si je peux me permettre, vous vous rendez compte la responsabilité désormais? Vous l'avez dit en 2002, c'est passé inaperçu. Aujourd'hui, vous êtes candidate à la présidence de la République. D'un seul coup, ça prend une dimension énorme. On prend tout à la loupe, même si c'est la même chose. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit dans le débat public. Parce que vous êtes candidate. Parce que je suis candidate, effectivement. Donc, parce c'est pour ça que vous pouvez, si vous êtes élu, peut-être l'appliquer ou essayer de l'appliquer. C'est pour ça, si vous le permettez, que ma responsabilité, c'est de ne pas laisser planer un quelconque doute ou déformer mes propos, mais bien de recadrer une technique parmi d'autres de la démocratie participative dans le fonctionnement normal et global des institutions. Mais imaginons par exemple que des élus n'aient pas appliqué leur programme ou aient manqué un certain nombre d'engagements. Ce jury, qu'est-ce qu'il fait? Il peut déjuger, montrer du doigt. Comment fonctionne-t-il par rapport à un échec potentiel des élus de la puissance publique? Il le signale simplement, il peut dire impeachment, comme on dirait dans d'autres continents. Qu'est-ce qu'il fait? À qui le signale? Là où cela existe, les choses fonctionnent très simplement. D'abord, ce sont les élus eux-mêmes qui mettent en place ce panel de citoyens, ce jury de citoyens, cet observatoire, selon les mots. Mais vous avez raison, mieux vaut éviter le mot de jury, puisqu'il a été mal interprété. Ce sont donc, par exemple, les maires qui tirent sur une liste électorale des citoyens. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent des gens qui sont très éloignés du fonctionnement des institutions et qu'on les fait venir. Ils sont accompagnés pour travailler en observant l'application ou la réalité des politiques municipales. Par exemple, prenons un cas très précis, l'action qu'une mairie peut conduire sur le travail périscolaire, pour savoir si vraiment ça correspond à ce qu'attendent les familles. Alors si c'est mal fait, justement. Mais si c'est mal fait, le maire est très content. Il voit qu'un certain nombre de choses qu'il décide, lorsqu'elles sont appliquées sur le terrain, ne correspondent pas exactement à ce qu'il a voulu faire, et que grâce à ce dialogue, il va réajuster un certain nombre de politiques. C'est extrêmement enrichissant que de dialoguer avec les citoyens. Ça ne fait pas toute la démocratie, ne déformons pas les choses. Mais bien sûr. Alors pourquoi faire des tartines si ça se passe? Parce que vous avez le mot juste. Pourquoi en faire des tartines alors que ça existe déjà? Vous savez pourquoi en faire des tartines? Parce que je pense que le mot jury a été soit mal compris, soit volontairement déformé. Nous sommes en campagne interne autrement dit, et en campagne externe. Vous l'utiliserez moins maintenant. Je pense que je suis dans la démocratie participative et dans l'écoute. Et je pense en effet que si ce mot passe mal et surtout s'il laisse une désinformation se faire, mieux vaut utiliser observatoire, panel de citoyens, etc. C'est-à-dire ce qui existe. Mais vous avez cité mais ça existe. Des expériences à Berlin, en particulier dans certains quartiers pauvres de Berlin. Et je disais tout récemment que les jurés, je ne vais pas dire les jurys, mais les jurés, les citoyens, sont sélectionnés, qu'il y a un modérateur, parce que ce n'est pas tout à fait direct, et que deuxièmement, ils sont rémunérés. Est-ce que dans votre esprit, les citoyens qui seraient là, ces jurés, seraient rémunérés, comme par exemple à Berlin, entre 20 et 40 euros? Je pense qu'il ne m'appartient pas de rentrer à ce niveau de détail. La chose que j'ai voulu montrer en réponse à des jeunes qui s'interrogent sur la faible participation des jeunes, c'est de montrer qu'il y a des possibilités de respiration démocratique et à l'initiative des élus, je le répète, puisque ce sont les élus qui ont envie de comprendre avec précision l'impact des politiques et des décisions qu'ils prennent sur le territoire. Et que ceci ne fait pas l'impasse sur la démocratie sociale, puisqu'entre-temps, il y a aussi les corps intermédiaires, il y a aussi les organisations. À propos de démocratie directe, une montée de l'insécurité, une montée des violences, c'est un schéma plausible.
Et les citoyens tirés au sort, ils font pression sur les élus en faveur, par exemple, de la peine de mort. Comment, est-ce qu'il y a des limites à la démocratie directe ou est-ce que vous prenez en compte, à ce moment-là, c'est l'expression d'une pulsion populaire face au danger, face à l'insécurité, face à la peur? Mais il n'y a pas de pulsion populaire possible dans les observatoires des politiques publiques. Puisque l'idée, c'est d'être associé aux politiques publiques. C'est de regarder le bien fondé d'un certain nombre de choses. Pas parler de ce sujet-là, alors. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a des millions de Français qui se sentent exclus de la politique, qui se sentent qui estiment ne compter pour rien, qui se sentent désespérément tirés vers le bas, qui dans les banlieues, on vient de le voir, attendent désespérément le lien républicain. Et parce que je dis, on va mettre en place, ou pourquoi ne pas faire en sorte que, comme cela se passe, vous l'avez dit, dans certaines collectivités, on va trouver des solutions pour mieux associer les citoyens qui se sentent en marge de la société française. Ça fait tout ce ramdam. J'y vois, moi, quelque chose de positif dans ce débat. C'est que finalement, cela prouve, à partir d'une proposition pointue, isolée, qui fait partie d'un tout, je le répète, cela prouve, et c'est heureux, que tout le monde a conscience qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer le lien démocratique entre ceux qui décident et les autres. Et que je suis aussi une élue locale. Ceux qui décident aussi ont envie de cette respiration, ont envie de cette respiration démocratique. Il y a une chose qu'on voudrait comprendre, et que beaucoup de Français se posent, on l'a vu même à travers des questions par Internet, etc. Vous avez habitué depuis quelque temps les Français à secouer les lignes, à les faire bouger. Et alors, vos propos, ils frappent comme des bombes, puis après vous nuancez ou les proches corrigent. Est-ce que c'est de l'improvisation ou une stratégie? Ce n'est ni de la stratégie, ni de l'improvisation. Quand je prends la parole au nom d'un certain nombre de valeurs auxquelles je crois. Et je prends la parole aussi en cohérence avec le projet des socialistes. Et je cherche un certain nombre de solutions où, lorsque j'observe des choses qui marchent sur le terrain, parce que je crois à l'intelligence collective et à la mise en commun des savoir-faire pour qu'un pays marche mieux, et je pense que le pays est en panne dans bien des domaines et que la responsabilité démocratique des socialistes sera de le remettre en mouvement, alors je prends la parole. Mais je constate que ma parole a beaucoup de poids, en effet, puisqu'il n'est pas impossible que je sois désignée et que je sois candidate. Donc je mesure le poids de ma parole. Et conformément... Donc, par exemple, est-ce que vous direz encore, les capitalistes, il faut les effrayer? Par exemple. C'est dans le Times. C'est dans le Times. Il y a un journaliste anglais qui a assisté à une réunion que je tenais avec les ouvrières d'une entreprise qui sont délocalisées. Et il m'a posé cette question. Il m'a dit, faut-il effrayer les capitalistes? Je lui ai dit très clairement, parce que j'étais scandalisée avec la façon dont cette entreprise avait organisé sciemment sa délocalisation en laissant sur le carreau 180 ouvrières qui n'avaient même pas été prévenues de l'achat d'une machine de l'autre côté de la Méditerranée. Et j'ai dit, comment on les effraie? Comment on les effraie? En rendant la délocalisation plus coûteuse que profitable lorsqu'elle n'est pas justifiée. Et à ce moment, et en renforçant le sens de la responsabilité des entreprises à l'égard des territoires. Et pour en terminer sur cet exemple, l'entreprise en question avait bénéficié de 600 000 € d'allègement sur les bas salaires et justifié sa délocalisation par un recours aux salaires les plus bas, alors que c'est une entreprise qui font des profits. Eh bien, moi, en tant que présidente de région, j'ai conditionné les aides publiques à l'interdiction de délocaliser lorsqu'une entreprise fait des profits, ou alors à justifier qu'elle va remplacer cette délocalisation par des emplois nouveaux sur le territoire. Et je pense que cette décision-là est généralisable à l'échelle du territoire national. Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des délocalisations positives? Par exemple, à Europe, la semaine dernière, je discutais avec le patron de Capgemini, Paul Hermelin, qui a fait une OPA amicale sur une entreprise indienne. Et il disait à Europe 1, ça va me permettre de sauver et de protéger les 19 et 20 000 emplois que j'ai chez moi, et peut-être même je vais en créer. Est-ce qu'il dit il ment, ou est-ce qu'il a peut-être raison? Est-ce qu'il y a des délocalisations qui vous semblent positives? Il y a de toute façon une réallocation des emplois et du fonctionnement économique à l'échelle de la planète.
En revanche, il y a des délocalisations qui ne sont pas justifiées, c'est-à-dire qui sont motivées uniquement par la recherche du profit maximum. Il y a des délocalisations qui sont justifiées, qui sont inévitables, on le voit dans certains secteurs, mais il n'y a pas de fatalité. Je veux dire par là, par rapport à votre exemple, que si les choses sont vraies, à ce moment-là, elles doivent faire partie du dialogue social. C'est-à-dire, elles doivent permettre d'anticiper les mutations. Car pour reprendre l'exemple de délocalisation d'une entreprise textile, si on est averti avant, si les pouvoirs publics, si les élus locaux, si les organismes de recherche sont prévenus en amont, alors on peut sans doute imaginer des mutations de production, investir massivement dans la recherche, dans l'innovation, dans les nouveaux créneaux porteurs, former les salariés pour qu'ils retrouvent un emploi, mettre en place la sécurité sociale professionnelle pour que sur les secteurs émergents, et je cite à plusieurs reprises les pôles de compétitivité dans les régions qui ont besoin de salariés formés. Donc nous avons à la fois en France des secteurs à forte déficit de salariés formés, et d'un autre côté, du chômage qui monte dans d'autres secteurs. Et on le sait, la solution à ce problème, c'est un investissement massif dans la formation des hommes et des femmes. Et de la recherche. Philippe Dessat. Oui, vous dites justement, madame, on m'entend beaucoup puisque je suis candidate, mais on entend surtout ce qui n'est pas dans le programme socialiste. Alors, est-ce que votre programme est socialiste? Et est-ce que vous n'êtes pas justement, est-ce que vous ne serez pas de toute façon engagé par ce programme-là, une fois que la sélection aura été opérée par les militants? Mais c'est évident. Le programme socialiste, ce n'est même pas la peine de le redire, le programme socialiste engage tous les socialistes et tous les candidats, bien sûr. Mais vous proposez des choses en plus, comme celles qu'on évoquait à l'instant? Mais les choses en plus, elles sont cohérentes avec les objectifs et avec les valeurs du projet des socialistes, qui dit très clairement à la fois qu'il faut relancer une croissance durable, qu'il faut faire l'égalité réelle sur les territoires et pas seulement l'égalité formelle. Qu'il faut faire de la France le pays de l'excellence environnementale. Donc si c'est le même programme, les trois candidats, au fond, ne diffèrent que par leur personnalité. Alors c'est une bonne question. Merci madame. Puisqu'on nous dit à la fois que c'est que le projet, donc pourquoi débattre? Vous aurez observé effectivement une sorte de contradiction. Donc je pense que le débat, il a lieu à l'intérieur du Parti socialiste. Non, je crois que les différences... Vous l'enrichissez, le programme. On peut l'enrichir. Vous pensez que l'enrichissez. On peut donner un éclairage. On peut mettre en avant aussi un certain nombre de valeurs et de la hiérarchie que l'on fait entre ces différentes valeurs. On peut aussi incarner le changement. Les militants, ils vont choisir quoi? Qui? Celui ou celle qui sera le mieux à même de battre la droite. Et par exemple, Dominique Strauss-Kahn dit qu'il y a de très bonnes choses dans le projet du Parti socialiste, mais il n'y a pas tout. Ça, vous partagez sa remarque. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, et en même temps, il se passe quelque chose au cours d'une campagne des élections présidentielles. Et ça n'est pas mettre en cause le projet des socialistes, bien au contraire, que de dire qu'il va s'enrichir au cours de cette campagne des élections présidentielles. Donc vous êtes attaché au projet, mais vous n'en êtes pas prisonnière. C'est simple. C'est comme ça qu'on essaie. Prisonnier, le mot est un peu fort. Vous quand même, n'êtes pas lié. Je préfère valoriser les choses. D'accord. En tout cas, il y a une réalité, quel que soit le prochain président de la République, c'est une dette extrêmement importante en France. Comment est-ce que vous envisagez, vous, d'affronter cette question, notamment par rapport aux déficits qui sont assez constants? Comment est-ce que vous voyez régler en 5 ans la question de la dette, ou au moins de l'alléger singulièrement? D'abord, c'est un problème, en effet, que les socialistes devront prendre à bras-le-corps, parce qu'il n'est pas tolérable de laisser aux générations futures le poids de cette dette. Et que dit le projet? Comment on la réduit alors, comme demande Philippe Dessat? Comme le prévoit le projet des socialistes, c'est-à-dire par la relance d'une croissance durable. Et comment relancer la croissance? À la fois par l'investissement dans le facteur travail, dans la valeur humaine, dans la formation professionnelle, dans l'innovation, dans la recherche, parce que ce sont là que se trouvent les emplois de demain. Vous savez qu'aujourd'hui en France, 1 salarié sur 5 n'a aucune qualification. 1 salarié sur 5. Et qu'il y a des déficits de salariés, je l'ai dit tout à l'heure, dans des pans entiers de l'économie. Et que la bataille pour la conquête des emplois, elle est possible. Et quand l'ensemble des régions de France tirera dans le même sens que l'État central, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, moi, j'ai la conviction qu'à ce moment-là, la valeur que nous sommes capables de produire, les laboratoires de recherche, les entreprises, y compris dans le domaine de l'industrie, se remettront en mouvement. Et la fiscalité? La fiscalité, comme le dit le projet des socialistes, doit
favoriser le travail plutôt que le capital. Et donc toutes les réformes qui auront lieu sur les prélèvements doivent aller dans ce sens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Madame Royal, est-ce que le budget de la défense est un sujet tabou ? Est-ce qu'il y a des économies à faire sur le terrain de la défense ? Ou il y a des choses des aspects à revoir, éventuellement sur cette question aussi, le projet des socialistes est extrêmement clair. Dans un monde où pèsent de nouvelles menaces, et en particulier le terrorisme ou les risques de prolifération nucléaire, le moment n'est pas venu de parler de désarmement. En revanche, ce que nous souhaitons, c'est mettre en place une politique européenne de sécurité et de défense, en particulier en renforçant l'agence de l'armement avec l'ensemble des pays européens. Le deuxième porte-avions, on le maintient. Est-ce qu'on crée un nouveau sous-marin ? Est-ce qu'on garde le Rafale ? J'ai noté qu'il coûte 95 millions d'euros par unité, que l'heure de vol c'est 30 000 euros. Il est sans doute très très utile, mais est-ce que ça fait partie de ce qui peut être économisé ou vous le gardez ? Je le répète, je crois qu'il y a deux principes qui guideront la nouvelle politique de défense. C'est d'une part que dans le contexte actuel de montée des insécurités, il n'est pas question de réduire l'effort de protection, mais qu'en revanche, dans le cas d'une discussion avec nos partenaires européens, nous aurons à définir ensemble sur quel domaine et de quelle façon nous devons répartir les investissements. La candidate à l'élection et à l'investiture, est-ce qu'elle nous dit que les dépenses en matière de crédit militaire, les dépenses sont au niveau, elles correspondent aux besoins, elles correspondent aux menaces, ou on peut encore aménager et trouver des économies ? Je pense que j'ai répondu très clairement. Je crois qu'il est hors de question d'afficher aujourd'hui une quelconque diminution des systèmes de protection qui sont les nôtres aujourd'hui, compte tenu de la montée du terrorisme et compte tenu de la montée des risques de prolifération nucléaire, qu'en revanche, il faut que les crédits dépensés dans le domaine de la défense le soient le plus judicieusement possible. Et que cette question-là sera discutée avec nos partenaires européens, puisque nous avons la volonté de faire émerger une politique européenne de sécurité et de défense. Philippe de Saint. Ségolène Royal, il y a encore donc un débat entre les candidats socialistes. Il va porter sur l'étranger, sur l'international. Est-ce que vous pourriez nous dire quels seraient les changements majeurs que vous aimeriez, vous, entreprendre par rapport à la politique étrangère qu'a actuellement la France ? Sur le Proche-Orient, sur l'Irak, est-ce qu'il y a des choses, ou sur l'Afrique, que vous feriez de façon très différente ? Là aussi, les socialistes ont eu des débats très approfondis sur cette question. Et ce que nous considérons, c'est que le monde évolue. Les Français sont inquiets d'ailleurs de cette insécurité mondiale qui émerge. Et par conséquent, il faut à la fois identifier quels sont les grands changements et y répondre. Quels sont les grands changements aujourd'hui ? Il y a à la fois l'émergence de grandes puissances politiques et économiques en Asie. Il y a une nouvelle donne en Amérique latine. Il y a un enfoncement dans la crise de beaucoup de pays africains. Et je pense que c'est une question majeure, que ce fossé qui se creuse entre les pays riches et les pays pauvres. Il y a des conflits qui sont en train d'émerger pour l'énergie, pour la maîtrise de l'eau. Et je pense que les conflits du siècle à venir seront des conflits autour de la question environnementale. Il y a la question de l'accès des pays les plus pauvres aux différents médicaments. Et là aussi, ce sont des sources de conflits très importants et de déséquilibre. Il y a le terrorisme mondial, bien évidemment. Madame, ça sont les défis. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez comme première action ? La première action que nous proposons, c'est de réformer la gouvernance mondiale. C'est-à-dire de considérer qu'aujourd'hui, les principaux risques, ils sont liés aux questions économiques, aux questions environnementales, aux questions de la pauvreté. Vous commencez par quoi ? Par qui ? Vous dites la gouvernance mondiale, il faut que les autres soient d'accord. On commence par mettre en place une ONU. Quand on voit les difficultés de l'ONU au Darfour, en Afrique, demain à Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut en rabattre sur les exigences aujourd'hui qui émergent dans le monde. On peut prendre un exemple. Par exemple, je vous pose une question. Les rapports entre Paris, entre la France et l'Afrique, ce qu'on a appelé le France-Afrique, par exemple. Qu'est-ce que vous modifieriez ? Vous êtes né au Sénégal, vous connaissez l'Afrique. Qu'est-ce que vous aimeriez changer ? Je pense que la politique africaine doit être définie au niveau européen. Parce que nous avons, et je l'ai observé récemment en allant à la fois voir le chef de gouvernement en Espagne et en Italie, nous avons la même préoccupation de redéfinir une politique euro-méditerranéenne et une politique
africaine et que notre avenir dépend de l'avenir de l'Afrique. Notamment sur l'immigration, au sens où l'immigration de la misère ne fera que progresser si on ne règle pas, si on ne réduit pas le fossé économique entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et puisque vous avez évoqué le Sénégal, je suis allée au Sénégal et une fois de plus, j'ai eu la confirmation que les aides au développement étaient quand même très mal utilisées et n'arrivaient pas bien souvent directement à ceux et à celles qui en avaient le plus besoin. Je suis allée en particulier dans ce village de pêcheurs d'où partent les jeunes. Il y avait là une centaine de femmes qui avaient toutes perdu un enfant sur les pirogues en direction des Canaries. Elles n'avaient rien pour développer les filières de développement sur le poisson, sur l'agriculture, sur la culture. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi des pays africains eux-mêmes ? Je crois qu'il y a deux choses, effectivement. Il y a, comme le dit le projet des socialistes, le contrôle des flux financiers par rapport aux problèmes de corruption. Et deuxièmement, la réforme des aides au développement pour favoriser les circuits courts, pour favoriser les coopérations décentralisées, l'appui sur les organisations non gouvernementales, tout le travail qu'il y a à faire sur l'environnement, sur l'énergie solaire, sur l'accès aux médicaments, je le disais tout à l'heure, sur la santé. Et les socialistes redéfiniront en profondeur les politiques d'aide au développement, parce que ça sera une des priorités de notre nouvelle politique diplomatique. On ne va pas insister sur la politique étrangère, on voit que ce sera un débat important, il faudra encore du temps, et on comprend que le troisième débat du 7 novembre sera passionnant sur ces questions-là, mais l'Iran ne respecte pas le traité de non-prolifération qu'elle a elle-même signé. Est-ce qu'il faut faire plier l'Iran ou accepter quelle grande nation dispose aussi d'un programme nucléaire civil ? Et si vous étiez aux commandes et que l'administration américaine ou anglaise vous disait « il faut des sanctions », gradué, il faut des sanctions, vous diriez oui ou non ? Je pense qu'à ce stade, l'action diplomatique doit continuer, même si on voit un certain nombre de freins, et qu'en même temps, il faut continuer à faire peser les menaces et les sanctions. Parce que laisser accéder l'Iran à un programme nucléaire, c'est une menace pour le reste du monde, c'est une menace sur Israël. Et je pense que de ce point de vue, nous ne devons faire preuve d'aucune faiblesse. On revient en France. Est-ce que vous voyez des différences idéologiques ou politiques entre Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin et Michel Alliot-Marie ou quelques autres ? Je vois plutôt un point commun. Aujourd'hui, c'est l'inaction et le manque de cohérence du gouvernement. La France est dans une mauvaise situation. Elle est prise par une sorte de spirale dépressive. Des problèmes aussi aigus que celui que nous avons évoqué tout à l'heure ne sont pas réglés. La question éducative en particulier, qui est pour moi la question principale, est passée au second plan. Donc j'observe que tous les trois ne font pas ce qu'ils doivent faire pour faire correctement fonctionner l'État et pour remettre de la République partout. Et de ce point de vue, si cela continue, je crois que les Français les sanctionneront. En 5 ans, qu'est-ce que la droite a réussi ? Ce qu'elle a échoué ou ce qu'elle n'a pas fait, ça c'est normal, vous le dites, avec tout le Parti socialiste, tous les leaders. Mais qu'est-ce qu'elle a réussi ? Je pense qu'elle n'a pas réussi grand-chose. Peut-être la sécurité routière, allez, donnons-lui cela. C'est-à-dire moins de morts, mais, déjà. Ce qui est déjà pas mal. En revanche, je crois qu'elle a appauvri la France. Elle a appauvri la France, mais ça n'est pas une fatalité. Et je pense que nous réussirons à redresser rapidement la situation. Elle a appauvri la France parce qu'elle n'a pas investi suffisamment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, dans l'éducation, dans l'innovation, dans l'environnement. Et par rapport aux autres pays européens qui font 2 à 3 fois plus que nous dans ces domaines-là, la droite a cassé la croissance économique. Et notre principale responsabilité, si l'on veut améliorer le bien-être de tous les Français, et qu'il n'y en ait pas un certain nombre qui soient rejetés vers les précarités, que la droite a érigé comme point de référence majeur. Elle a échoué de ce point de vue. Nous sommes dans la campagne. Non, nous ne sommes pas dans la campagne. Nous sommes dans les valeurs. Nous sommes dans les valeurs. Il y a valeurs et valeurs. Nous sommes dans les valeurs. On a le sentiment d'assister actuellement à une sorte de redistribution politique. Ce fameux 21 avril, vous le redoutez encore. On a vu par exemple que les radicaux de gauche renonçaient à avoir un candidat pour ne pas peut-être fragiliser le candidat socialiste ou la candidate. Est-ce que vous redoutez un scénario comme celui de 2002 ? Je pense que rien n'est acquis. Je l'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, les Français sont très exigeants sur la façon dont ils vont voter.
Donc effectivement, il faut le moins possible de candidats au premier tour, mais plus profondément que cela, je crois que l'enjeu de la campagne présidentielle, c'est-à-dire de leur parler avant comme après, de faire la politique par la preuve, d'être crédible. Et si nous méritons ce pacte républicain pendant la campagne, alors les Français nous feront confiance. Leur dire la vérité. Vous le répétez, vous le dites quelquefois et ça touche. Et justement, pour ne pas les tromper, qu'est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas leur promettre ? À quoi vous veillerez de ne pas faire de promesses que peut-être vous ne pourriez pas tenir ? Mais tout ce que je dirais, tout ce que disent les socialistes, nous le tiendrons. Moi, je suis pour la morale de l'action. Oui, je pense que la parole... En 81, c'était le cas. En 88, c'est le cas. Il y a mais toujours... Il n'y a pas d'action parfaite, comme disait François Mitterrand. Non, mais nous avons tenu la plupart de nos engagements. En revanche, ce que vous dites est juste. C'est-à-dire qu'il faut faire un réexamen permanent de l'impact de nos politiques. Et que la France est très loin de cette philosophie de l'évaluation. Et je pense que c'est en suivant au long cours, en relais avec les élus locaux, et je pense que l'appui, par exemple, sur les régions, sur les départements, sur les communes, puisque c'est là où l'on peut avoir le retour sur l'impact des politiques publiques. Je suis aussi une décentralisatrice convaincue. Je crois que des décisions prises en proximité, à condition que l'État garde sa puissance publique de juste répartition à l'échelle d'un territoire et de renforcement de son autorité est absolument nécessaire et pas incompatible avec une décentralisation qui permet justement non seulement d'avoir une politique plus efficace, mais ensuite d'avoir une politique qui gaspille beaucoup moins les fonds publics. 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. Et en plus, des politiques qui peuvent s'évaluer et donc qui peuvent permettre, juste un mot, à un chef de l'État de réorienter les politiques. En disant, nous avons voulu cela, c'est pas tout à fait ce qu'on obtient sur le terrain. Donc il faudra que le chef de l'État, comme le président de la région Poitou-Charentes, ait en permanence des citoyens à ses côtés. Pour lui dire, attention... Mais les citoyens, ce sont tous les Français, monsieur El Kabbach. Et c'est sur eux que je compte pour qu'ils fassent confiance aux socialistes et pour qu'ils croient que l'avenir peut être meilleur que ce qu'ils ont aujourd'hui. En tout cas, qu'ils méritent mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui à la tête de l'État. Ne soyez pas agacés par ma question, mais qu'est-ce que changerait le fait d'avoir une présidente de la République en matière de rapport avec le pouvoir ? C'est visible déjà. Non. Ça suffit plus. Ça ne suffit plus, vous avez raison. Mais car vous n'aimez pas lorsqu'on vous pose des questions qu'on ne poserait pas aux hommes. Donc moi je vous pose cette question. Si, mais la question est tout à fait légitime. D'abord, je pense, je l'ai dit souvent, que le temps des femmes est venu. Et donc aujourd'hui, ça n'est plus un handicap, parce que c'est déjà pas mal. Je crois ensuite qu'il ne suffit pas d'être femme pour être différente. Et que cet argument-là, je ne veux pas l'utiliser. Qu'en revanche, c'est un rapport au pouvoir que j'incarne en tant que tel, non pas parce que je suis femme, mais parce que ça correspond à mes convictions profondes, à la façon dont j'exerce mes mandats depuis des années, à l'idée que je me fais de l'attente dans le pays, aux valeurs que j'entends opposer à celles de la droite, qui sont d'ailleurs des contre-valeurs, à mon sens. Et parce que j'ai cette volonté-là de remettre à la fois les socialistes en mouvement, d'incarner un mouvement collectif. On dit souvent, elle est seule. Pas du tout. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, ce qui fait peut-être ma force, c'est que je crois d'abord à la réconciliation. Et j'ai auprès de moi des militants socialistes. Au Parti socialiste, oui, déjà pour le parti, parce que vous avez deux compétiteurs, quel que soit le résultat. Être soutenue à la fois par des militants qui ont voté oui et qui ont voté non à la Constitution. Et je crois à la réconciliation. Je suis confiante aussi parce qu'il y a plus de 4000 élus aujourd'hui qui me soutiennent. Et par rapport au procès d'intention que l'on m'a fait, c'est la démonstration du contraire. Et je pense que la France a besoin d'être apaisée. Et que les hommes et les femmes peuvent compter les uns sur les autres. Et que chaque fois que l'on fait une proposition de réforme, ça n'est pas pour faire de la brutalité, comme le fait la droite, ou pour dresser les gens les uns contre les autres. Au contraire, c'est pour déclencher des cercles vertueux où l'on s'élève collectivement vers le haut. Une tirade émouvante, romantique. Non. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez... peut-être. Passionné, toujours passionné depuis le début. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant lors du dernier meeting, la démocratie c'est comme l'amour, plus il y en a, plus il grandit. Mais comme je voyais des militants siffler, je me suis dit, je vais leur faire un petit message d'affection. Je vais même vous faire une petite confidence. J'ai offert une rose à mes 2 autres compétiteurs à la fin du meeting. Vous voyez, je ne suis pas... Ils l'ont accepté. Vous voyez, je ne suis pas rancunière parce que je pense toujours
à l'étape suivante, et c'est ça qui me porte en avant. Merci de votre intervention, Ségolène Royal, le grand rendez-vous d'Europe 1, TV5 Monde, le Parisien aujourd'hui en France. Vous avez répondu à un certain nombre de questions, on aurait envie de vous en poser davantage. La preuve, c'est que nous avons un peu dépassé. J'espère que de tous les côtés, Europe 1, TV5, on nous excuse. Cette émission s'ajoute aux meetings, aux interventions que vous faites, aux débats télévisés, et y contribue à sa place peut-être à restaurer aussi le débat démocratique. Merci d'être venu. Merci beaucoup.